Merci d'être venu. Je ne pensais pas qu'il y aurait tant de monde pour cette présentation, donc c'est super. J'espère que vous allez apprendre des choses. Le but, ça ne va pas être de vous faire une présentation technique, sinon on ne l'aurait pas appelé comme ça. Le but, c'est que vous appreniez des choses, en tout cas, vous voyez les choses autrement en sortant de cette présentation. Alors déjà, je vais commencer par me présenter. Sur l'information, sur le programme, on devait être deux. Mon associé, il n'a pas pu venir, là, c'est un peu chargé en ce moment, il est en mission. Donc il n'y aura que moi qui vais présenter et faire cette présentation. C'est dommage parce qu'il aurait pu vous répondre à des questions beaucoup plus techniques. En tout cas, voilà. Bon, déjà, je vais commencer par me présenter. Je suis associé chez EdgeMind. EdgeMind, c'est une petite société qui fait de la valorisation de données, de la simulation pour des systèmes industriels, de la maintenance prédictive, dans la simulation de la mobilité aussi, de l'analyse et de la maîtrise des risques. Mes domaines de prédilection, et c'est ce qui va guider un peu la présentation, c'est les transports. En fait, moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille dans la mobilité, dans la valorisation des données, la modélisation des transports, la mobilité des personnes. Ça va alimenter, du coup, les exemples que je vais vous présenter. Alors, en fait, aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Ce ne sera pas du tout commercial. Donc ça va être cool pour vous. J'espère que vous allez vraiment apprendre des trucs. Donc le but, c'est que vous sortiez avec des idées intéressantes, des façons de voir différentes, je pense, de ce qu'on entend un peu partout, des réseaux neuronaux et d'autres techniques, et de ce qu'on peut vraiment, voilà, ce qu'on peut pas faire avec et ce qu'on pourrait en faire. Voilà. Alors pour commencer, pour chauffer le cerveau et le temps que tout le monde s'installe, je vais commencer avec un petit jeu pour vous mettre en condition sur la présentation. Vous connaissez peut-être à peu près tous ce véhicule-là. Avec un véhicule comme ça, on ne va pas faire tout ce qu'on veut. Typiquement, ça sert à gagner les 24 heures du Mans, quoi. Mais pas vraiment à autre chose. Typiquement, si on a envie d'aller en vacances, on ne va pas prendre la même voiture et on va prendre la bonne voiture du père de famille pour partir en vacances. Si on a un problème très complexe à résoudre, mathématique, une théorie à développer, on va trouver la bonne personne qui va vous résoudre le truc. Bon, il y en a un qui est très connu, qui a résolu des problèmes très intéressants. Après, si vous avez un autre problème très différent, très nantais, une belle roue voilée, celle-là elle est un peu exagérée quand même, il vous faut un bon mécanicien, quoi. Donc voilà, je vais vous parler d'outils, je vais vous parler de méthodes et de voir dans quelle mesure on peut répondre aux choses ou pas avec certaines techniques. Cette carte, vous la connaissez tous, je pense, et vous savez tous d'où elle vient, et vous avez tous une idée à peu près assez bonne en général de comment Google nous fait des petits traits rouges, des petits tronçons rouges, des tronçons oranges, etc. Après, on a tous une vague idée, en fait, parce que l'algorithme, il n'est pas vraiment connu. On peut se dire, mais comment il le fait? Parce que finalement, que veut dire vraiment le rouge et le orange? Est-ce que c'est des volumes de personnes ou c'est vraiment un volume compté exhaustif? Fort heureusement, tout le monde n'utilise pas un Android et tout le monde n'active pas sa position et certains désactivent, ou des fois on le désactive et on est quand même suivi, mais bon, ça c'est une autre affaire. Et après, est-ce que c'est un volume de véhicule ou c'est une vitesse, en fait? Et finalement, on sait pas trop comment il mélange les choses. Finalement, derrière, il y a un algo qui traite le truc. On sait qu'il y a, finalement, c'est toutes nos données de téléphone qui remontent, mais de quelle manière? Bonne question. Autre exemple, ici, je ne sais pas si vous connaissez ce classement des villes congestionnées dans le monde. Ça, c'est le classement TomTom. Donc TomTom, de la même manière, ils ont leur GPS embarqué dans vos véhicules, vous suivent et utilisent ces données à d'autres fins et les commercialisent de la même manière que Google. Et en font un classement. On ne sait pas trop comment ils classent, comment ils sortent ce classement, pourquoi Mexico est vraiment première et comment ils calculent. Bon, on se dit, ils regardent les vitesses sur un territoire, etc. Naïvement, ça paraît simple. Et après, on regarde un autre fournisseur qui s'appelle Inrix et on se dit, ah bah c'est bizarre. Là, le premier, c'est Los Angeles. Paris est 12e, alors que Paris était 42e. Nantes était 186e et passe 217e. Et dans ce classement, il y a Angers, je me suis permis de le rajouter, qui n'était pas dans le classement TomTom. Et en fait, on peut se dire, mais comment, finalement, il y a plein de données qui sont derrière, ok, c'est cool, mais comment ils la traitent, ça, c'est une bonne question. Après, autre exemple, celui-là qui va être plus intéressant, plus nantais.
Un habitant de la métropole nantaise, aujourd'hui de 5 ans et plus, réalise en moyenne 4,1 déplacements par jour. Pour un jour ouvré, quoi, traditionnel. À votre avis, c'est calculé comment, en fait? Je ne sais pas s'il y a des gens qui savent. Sauf ceux qui sont de Laurent, ce serait mieux de ne pas répondre. Je vois quelqu'un. Donc ça, c'est fait avec une enquête, en fait. On ne fait pas de l'IoT, là. Parce que finalement, avec de l'IoT, on n'aurait pas tout le monde. On pourrait quand même avoir une approche. Je pense, les opérateurs de téléphonie peuvent se rapprocher, mais il leur manque des déplacements, en fait. Après, disons, avec des enquêtes, en fait, on va interroger des gens, on va faire un truc tout con qu'on a oublié avec l'IoT, c'est d'aller voir les gens et leur poser des questions sur leurs habitudes. On fait ça depuis très longtemps sur le recensement de la population, on fait ça sur des enquêtes ménages, déplacements, pour comprendre comment les gens ils se déplacent. Ces données, elles ne sont pas big, mais elles sont riches, quoi, en fait. Elles donnent énormément d'informations sur les individus, pourquoi ils se déplacent, à quelle heure de la journée, pour quelles raisons, où, etc. Et avec ça, on fait plein de choses, en fait. Et on essaie de comprendre pourquoi les gens ils se déplacent. Par exemple, on sort ce genre de graphique. Donc, il y a une enquête qui avait été faite en 2002, une en 2015, et on voit un truc marrant, c'est que en fait, les gens se déplacent de plus en plus en vieillissant, jusqu'à un pic autour de 35-39 ans, et après ça baisse. Et en 2002, c'était pareil, sauf que les gens ils se déplaçaient un peu moins, a priori. En fait, on se dit clairement, de toute façon, c'est lié aux enfants. Dès qu'on a des enfants, en fait, on se déplace beaucoup plus parce qu'on a beaucoup de choses à gérer. Bon, voilà. Vous vous imaginez bien, les mercredis après-midi, là, on n'est pas là le mercredi après-midi en train de faire les déplacements des activités, mais ça génère beaucoup de déplacements. Et après, on peut aussi regarder un peu plus précisément et comparer entre les hommes et les femmes. Et se dire, de quelle manière les hommes ou les femmes se déplacent le plus. Finalement, on revient sur l'hypothèse qu'on a émise juste avant, c'est que en fait, les femmes se déplacent encore plus à la tranche d'âge 35-49 ans. Donc c'est effectivement l'hypothèse qu'on avait vue juste avant est vérifiée. Après, personnellement, je ne sais pas pourquoi les hommes de 18-24 se déplacent plus, peut-être qu'ils sortent plus, je ne sais pas. Après 65 ans et plus, c'est clairement lié à la possession de permis, en fait. Les femmes, aujourd'hui, de plus de 65 ans, elles ont moins le permis que les hommes du même âge, quoi. Ça, c'est en train de changer. Mais en tout cas, la génération, en tout cas, en l'état actuel, aujourd'hui, c'est ça, quoi. Donc finalement, on arrive à expliquer, quoi, avec un peu d'expertise, et de bon sens, en l'occurrence, le pourquoi. Après, avec d'autres données, on peut aller plus en détail. Ici, on ne va pas utiliser une enquête. Ici, c'est le travail d'un chercheur en région parisienne, du labo Livestar à Marne-la-Vallée, qui a mis en place une plateforme. Je vous recommande vachement d'aller sur ce qu'il a fait, c'est super. Donc ça permet de visualiser en fait, les données des vélos en libre service. Là, ici, c'est sur la ville de Nantes, il le fait sur plein de villes dans le monde. Du coup, pour voir le nombre de vélos disponibles en temps réel, là, ou de remonter en historique. Là, c'était carrément vers le 15 août. Et du coup, de voir le nombre de vélos disponibles. Ça, on ne le fait pas avec une enquête, parce que finalement, une enquête, ça reste un sondage et c'est très macro. Ici, vraiment, là, on revient à l'IoT. Finalement, c'est tous les équipements qu'on a, les bornes, qui permettent de remonter des données très détaillées. Ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, on va pouvoir vraiment garder l'occupation très localisée, spatialisée, ce qu'on ne pouvait pas faire avec une enquête. Mais par contre, on ne va pas savoir qui se déplace, en fait. On ne sait pas, est-ce que c'est un homme, une femme, on ne sait pas quel âge il a, on ne sait pas pourquoi il s'est déplacé. Et ça, c'est avec l'enquête. Et toujours avec ces données, on peut aller un peu plus en détail et regarder d'autres données, regarder des statistiques par type de jour, etc. Voilà. Donc ça, c'est marrant ce qu'il fait. Et après, on peut faire des trucs un peu plus compliqués. Parce que finalement, là, ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelait des statistiques descriptives, plus ou moins détaillées ou interactives dans des outils. C'est intéressant, c'est sympa. Bon, certains, il y a des algos quand même, je pense, dans TomTom, Google, etc. Ils font tourner un petit peu leur méninge et des grosses moulinettes. Après, si on veut... Parfois, on se pose la question, comment je vais regrouper des populations similaires ou voilà, le cas typique, on va prendre un exemple très simple. Je vais revenir sur l'exemple des enfants, comme on est lancé dessus. Imaginons une classe, on a envie de séparer, faire un groupe qui sont le groupe des grands, le groupe des petits, quoi. Finalement, comme il y a une valeur de taille, c'est assez facile, on a 30 élèves, faire des groupes, c'est assez facile. Bon, sauf pour ceux qui sont entre le groupe des grands et des petits, on ne sait pas trop où les mettre. C'est les mi-grands, mi-petits, quoi. Et après, par contre, si on est dans un cas un peu complexe, voire très complexe, multidimensionnel, avec beaucoup de variables et beaucoup d'observations à regarder, typiquement les stations, là, c'est ce même chercheur avec sa directrice de labo, on prend toutes les stations Vélib,
Et on essaie de comprendre s'il y a des patterns similaires, s'il y a vraiment des similitudes, ou chercher à expliquer quel type de fonctionnement il peut y avoir sur des stations, en fait. Et du coup, on essaie de savoir, tiens, est-ce qu'il y a des stations? En fait, c'est des stations à sortie nocturne, parce qu'elles ont des comportements vraiment mis en évidence sur ce qui est lié aux sorties, ou d'autres qui sont plutôt liés à au logement, quoi, là où il y a des populations résidentielles, finalement, avec des retours, quoi, des allers-retours. Et d'autres, le nocturne, on va retrouver des profils, on va les retrouver le soir plutôt, et certains types de jours. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais j'ai pas d'a priori sur le comment je vais classer ou je vais regrouper des populations, en l'occurrence des populations de stations, et leur comportement. Je vais me dire, je regarde sans avoir d'a priori. Je sais pas s'il y a des stations qui se comportent d'une certaine façon. Et je vais faire tourner des algorithmes de clustering non supervisés, donc là je parle technique, pour essayer de mettre en évidence des classes de populations, là en l'occurrence de populations de stations similaires, quoi. C'est très intéressant ce genre d'outil parce que finalement ça permet de mettre en évidence sur un sujet qui est nouveau, de se dire moi je connais pas trop comment ça se comporte, je vais tourner un algo et je regarde et j'optimise cette affaire pour mettre en évidence des groupes. Après ça reste à se confronter ça avec le métier, voilà, du coup, ou confronter avec d'autres données. Typiquement, voilà, il met en évidence, il superpose avec la population ici pour voir s'il y a bien quand même une corrélation avec sa mise en évidence de logement. Pour étiqueter, en fait, ça c'est du logement, ça c'est des sorties nocturnes, regardez là où il y a les lieux de sortie, quoi. Voilà. Alors, là, quand on fait de la data science, moi j'appelle ça, cette partie, c'est observer, expliquer, quoi. On a pris de la donnée, on a cherché à observer, à la représenter, on a cherché à commencer à expliquer des choses et à comprendre ce qui se passe, quoi, sur notre système ou qu'on est en train d'observer. Et pour ça, moi, je dis merci aux données, parce qu'on s'est basé sur les données, des data analystes qui ont traité ces données, des data scientists, surtout pour les parties algorithmiques, dès qu'on va avoir des trucs un peu plus sophistiqués, puis des experts métiers, parce que finalement, sans l'expert métier, on n'aurait pas compris le pourquoi de les choses qu'on a observées, quoi, en fait. Alors après, maintenant, je vais vous parler de prédiction. Non, en fait, je vais vous parler de prévision. Parce qu'il y a un gros mot que je déteste, c'est prédire. En fait, je pense que personne n'est voyant, en fait. Personne n'est devin. Donc prédire, ça vient de l'anglais. Donc on va parler de prévision. Ce qui est moins sexy, mais on va parler de prévision. Alors, je vais vous parler des réseaux neuronaux. Les réseaux neuronaux, on en entend tous parler. Je pense que tout le monde est au courant de ce que c'est, à peu près. En tout cas, tout le monde a entendu parler des réseaux neuronaux. C'est un outil intéressant, notamment pour faire la classification. On parle, par exemple, là je prends un exemple, typiquement classer des images. On a un exemple où on va avoir un jeu d'images. C'est sympa d'avoir un jeu d'images, mais il faut savoir ce qu'elle représente, quoi, pour entraîner l'algorithme. Typiquement, quand on veut classer, là c'est un exemple que j'ai chopé au hasard sur Internet, qui montre en fait, qui vise à développer un algorithme de réseaux neuronaux pour détecter des mauvais comportements dans le véhicule. Imaginons qu'on a une caméra dans le véhicule et c'est pour détecter que l'individu n'a pas un mauvais comportement, qu'il utilise son téléphone notamment. Donc finalement, il faut taguer déjà à la main un certain nombre d'images, peut-être beaucoup, et indiquer que là, il y a un mauvais comportement ou non, etc. Et après, le tester sur des jeux de test. Donc ça permet vraiment de faire des choses intéressantes en classification d'images, notamment. Comment ? Et en prédiction, ouais. Et en prédiction, effectivement. Mais j'ai pas changé l'image originale, j'aurais dû, je sais. Ou de faire des choses très communicantes comme AlphaGo 0, basées complètement sur des réseaux neuronaux, qui permet de faire des choses très intéressantes, qui ne remplacent pas du tout l'humain. Je pense que vous avez lu pas mal de choses là-dessus, qu'on est quand même dans un système très limité. On est très loin du comportement humain. Alors, ouais, si j'essaie de lister par rapport aux réseaux neuronaux deux avantages et deux inconvénients. Les avantages, c'est clairement que, vu la puissance de l'outil, le data scientist en fait, n'a pas besoin d'avoir de connaissances spécifiques métiers sur le sujet qu'il est en train de traiter. C'est génial parce que du coup, en fait, si c'est un sujet déjà qui est un peu hors norme, qui est peu connu, ou qui est très bien connu, mais pour lequel on veut arriver avec un œil neuf, finalement c'est intéressant, on peut utiliser ce genre d'outils. Après, les performances de prévision sont en général très bonnes par rapport à d'autres techniques. En général, parce qu'on ne peut jamais prévoir la qualité de prévision par rapport aux autres techniques. Et après, quand même, les limites, clairement, il faut un grand volume de données. Si vous n'avez pas beaucoup de données, il n'y a pas trop d'intérêt. Et après, peut-être la plus grosse limite, c'est que ce sont des boîtes noires. L'interprétation du modèle en lui-même, on ne peut pas l'interpréter en fait. On n'interprète pas le modèle.
On n'interprète pas le pourquoi on arrive à telle prévision. C'est ce qui va m'amener à mes slides suivantes, en fait. Si je prends un exemple assez connu d'un malheureux bateau, ou plutôt de beaucoup de malheureux passagers qui sont morts dans l'événement du Titanic. Donc ça, c'est un exemple assez traditionnel que vous trouverez facilement sur Internet, sur les exemples des random forests ou des arbres de décision, pour essayer de comprendre le cheminement, comment les individus, pourquoi en fait, certains sont morts et pourquoi d'autres ne sont pas morts. En fait. Et du coup, on peut utiliser un outil qui est tout simple, qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle les arbres décisionnels, ou les arbres de décision, peu importe. Qui est déjà intéressant parce que c'est un outil graphique qui va nous permettre d'essayer de comprendre. Déjà, il fait de la prévision, hein, donc c'est un outil de prévision, si on le représente. Il permet de comprendre le pourquoi on arrive à certains événements ou non. Et typiquement, là, en fait, ce qu'on en déduit des choses assez simples. En gros, là, donc ça, c'est si on est un homme ou une femme. Donc si on est un homme et qu'on est un homme de plus de 9,5 ans, en fait, on avait de grandes chances de mourir, en fait, largement. Par contre, pour être sauvé, il fallait plutôt avoir une petite famille, une famille de moins de 3 personnes. Et là, on avait des chances de s'en sortir, en fait. Alors du coup, si on était une femme, en fait, en gros, si on était une femme en 3e classe, c'est un peu compliqué, on va pas aller jusqu'au bout, mais si on était une femme en 1re ou 2e classe, en gros, on avait de grandes chances de s'en sortir. Et du coup, ça explique assez facilement le pourquoi certains sont morts ou pas, en fait. Et c'est très visuel, et c'est très simple. Après, on a créé ce qu'on appelle les random forests. En fait, vous prenez pas un arbre, mais vous faites une forêt d'arbres. Il y a des gens très malins pour trouver les noms. Et du coup, avec ce mélange d'arbres, vous allez pouvoir améliorer votre prévision. Par contre, ce que vous perdez en capacité de prévision, vous allez clairement le perdre en explication. Alors certains vont me rétorquer et ils vont me dire « Ah mais non, mais le random forest, c'est une des rares techniques de machine learning où on peut mettre en évidence le pouvoir explicatif. » Je ne vais pas entrer dans le débat parce que c'est très limite comme méthode de mise en évidence de l'explication de la prévision. C'est simplement quelles sont les variables explicatives qui expliquent plus souvent la prévision que d'autres. Et du coup, en fait, ça ne quantifie pas vraiment des règles d'interaction ou des règles du pourquoi et d'enchaînement. En fait. Mais par contre, c'est un outil très puissant déjà de prévision et un petit peu d'explication. Alors maintenant, je reviens. Finalement, je suis parti du plus complexe, qui était ce dont on parle le plus, c'est les réseaux neuronaux. Pour revenir à un outil très très basique qu'on apprend peut-être, je sais pas, j'ai pas mémoire des programmes scolaires, peut-être au lycée, peut-être. Au moins juste après le bac, j'espère, qui est la régression, qui est un outil assez intéressant parce que finalement, on écrit le modèle par une simple équation mathématique. Donc si on sait faire des additions et des multiplications, déjà on peut s'en sortir. Donc c'est cool. Donc le but d'une régression, le principe de base, mais c'est par exemple faire passer une courbe au milieu des points et chercher la meilleure courbe. Là c'est une courbe linéaire, mais on peut aller chercher la non-linéarité, etc. Et d'ailleurs, ce qui me fait oublier, parce que finalement, là, on va rentrer dans les limites. Pourquoi les autres outils sont plus puissants aussi, c'est qu'ils vont pouvoir traiter ce qu'on appelle la non-linéarité. Ici, on va devenir difficilement non-linéaire. Alors, je vais vous donner un petit exemple sur les régressions. Alors, vous me demandez pourquoi je montre une carte du métro parisien. Parce qu'en fait, je vais vous montrer un exemple qui... il y a quelques années, j'avais estimé avec une jeune chercheuse un modèle de choix d'itinéraire dans un réseau de transport, donc dans le réseau parisien en fait. Pourquoi les gens choisissent certains itinéraires plutôt que d'autres en fait? Quelles sont leurs préférences? Et ça, typiquement, le pourquoi leurs préférences, on ne peut pas le faire avec autre chose que une régression en fait. Et du coup, par contre, on arrive à une fonction mathématique un petit peu plus compliquée que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais on peut toujours l'écrire. Donc c'est l'ensemble des deux. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est ici, en fait, c'est la sortie des coefficients qu'on va pouvoir sortir. Lisible comme ça, en fait, on n'en sort pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est plutôt le lien entre les coefficients, le rapport qu'il y a entre les différents coefficients. En fait, il y a un coefficient qui est ligne 14, vous connaissez tous, je pense, un métro automatique à Paris, et un autre coefficient qui est lié au métro et le RER. En fait, la différence des deux est intéressante parce qu'en fait, en valeur absolue, celui de la ligne 14 est plus petit, ce qui montre l'attractivité de la ligne automatique par rapport au métro traditionnel. En gros, de 20 à 30%. En fait, le métro automatique a un bénéfice. Pour les gens, en fait, c'est plus attractif de 20 à 30% par rapport à un métro traditionnel.
Et ça, c'est super intéressant. Autre info intéressante, c'est que de se dire le nombre de transferts, c'est les correspondances, quoi. Quand vous changez de métro, ou vous prenez un bus, etc. En fait, pour les individus, il y a une pénalité significative. Et après, en fait, d'une manière générale, vous avez envie de rester dans le même... ne pas changer de bus, vous n'avez pas envie de changer de métro, vous avez envie d'être... vous êtes assis, vous restez assis, parce que quand vous changez de métro, peut-être que vous allez vous retrouver debout, il va falloir marcher, il va falloir attendre, etc. Mais la question, c'est de combien pèse cette minute, finalement, de correspondance. En fait, du coup, c'est le rapport entre les deux. Et du coup, c'est à peu près 10 fois une minute dans un métro, quoi. Se dire à peu près 10 minutes, un peu moins de 10 minutes. Un peu moins de 10 minutes, ce qui est pas mal, quoi, en fait. Et en fait, ça explique énormément le choix d'itinéraire des individus, c'est les correspondances, en fait. Voilà. Après, il y a d'autres éléments, quoi. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors maintenant, si vous avez bien suivi, si je vous pose cette question, comment prévoir le nombre de biclous disponibles dans 30 minutes à la station Cité des Congrès, donc juste à côté, je vous ai donné différentes techniques pour y arriver, finalement. Mais en fait, elles ne répondent pas forcément à la même réponse. C'est-à-dire, du coup, derrière votre question, il peut y avoir d'autres interrogations. Peut-être qu'il y a une question, moi je m'en fous, j'ai envie de fournir la meilleure information à mes usagers, donc je veux juste fournir la meilleure information. Ou peut-être que j'ai envie de fournir une information, mais aussi de le comprendre, le pourquoi dans 30 minutes il va y avoir cette prévision-là, ce volume, ce qui me permettra moi aussi d'agir, parce que je suis, en fait, peut-être, je ne vous ai pas dit, j'étais JC-Deco, et je régule les vélos sur Nantes, et du coup si je sais le pourquoi, parce que en fait, j'apprends que en fait, c'est parce que c'est la météo, parce qu'il va pleuvoir dans 30 minutes, ou parce qu'en fait il y a la fin de cette conférence-là, et vous allez tous sortir très contents de cette conf, et vous allez prendre un biclou. Et du coup, JC-Deco, il va pouvoir anticiper s'il comprend le pourquoi. Mais peut-être que ce n'était pas le but. Donc voilà. Donc il y a différentes manières de répondre à cette question-là. Après, je vais poser une question plus difficile. Maintenant, je me dis, comment prévoir l'impact de l'ouverture d'une nouvelle station biclou sur les autres stations et sa fréquentation ? Imaginons que demain, Nantes Métropole, qui est juste à côté, se dise je vais mettre une autre station un peu plus loin à côté de Cité des Congrès. Je ne sais pas comment elles sont vraiment positionnées. On va mettre une autre station. Mais avant de la positionner, déjà, je voudrais mettre la position optimale. Qu'est-ce que c'est la position optimale déjà ? Et je voudrais mesurer l'impact et savoir comment je la dimensionne. Est-ce que je mets 30 bornettes, 10 bornettes ? Quel sera l'impact sur les autres stations ? Est-ce qu'il va falloir que je réduise la taille des autres stations ? Et ça, typiquement, là, on ne peut pas le résoudre avec les techniques qu'on a vues juste avant, en fait. Clairement pas. Sinon, ça va être très, très grossier et très, très moche, je pense. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'utiliser quelque chose dont on parle assez peu quand on parle de machine learning. C'est quelque chose qui utilise des techniques de machine learning, mais qui va assembler un ensemble, en fait. On va parler de simulation multi-agent. Alors ça, c'est probable que très peu de gens en aient entendu parler, d'entre vous, je pense. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire les comportements des individus. Les individus, ce n'est pas forcément une personne, ça peut être une institution, ça peut être une organisation, ça peut être un système industriel, peu importe. C'est des entités qui vont interagir entre elles. Ce qu'on va dire, c'est qu'en fait, on va jouer à SimCity, en quelque sorte, et on va se dire, mais qui sont les intervenants autour du système biclou ? Je vais avoir surtout les utilisateurs. J'ai mis à titre d'exemple 2 personnes avec des comportements différents. J'ai une personne qui est un homme qui a 32 ans et qui préfère prendre le tramway quand il pleut. C'est libre à lui. Une femme qui a 24 ans, qui n'a pas peur de marcher ou de faire du vélo sous la pluie. En gros, elle n'a pas peur de prendre le biclou même quand il pleut, ce qui n'est pas trop le cas de l'autre. Mais en fait, ils ont des comportements qui ne sont pas complètement durs. Hein, se dire, des fois, et même s'il pleut, typiquement, leur comportement... Leur modèle de comportemental s'entraînerait avec des techniques de machine learning. On pourrait les représenter avec des techniques de machine learning si on a expérience de leur comportement passé sur l'utilisation des vélos. Après, il y a forcément les stations. Les stations, elles font pas grand-chose en fait, à part stocker des vélos et de rendre disponibles les vélos aux utilisateurs. Bon, elles interagissent avec les utilisateurs. Et après, il y a un intervenant qui est un peu puissant, lui qui s'appelle, en l'occurrence ici, JC-Deco, Cyclocity, qui optimise, donc lui il fait pas mal de choses. Alors, il optimise la gestion de ses ressources,
Donc je ne vais pas être business, parce que je ne pense pas que c'est pas le sujet. On va parler service. Donc il optimise la gestion de ses ressources. Lui, il a un certain nombre de personnes pour réguler les vélos ou pour les maintenir. Il va entretenir les vélos, les réparer, il va intervenir sur la localisation des vélos. Et puis il fait de l'information client. En fait, avec tout ça, on va pouvoir, à condition de bien traiter tout ça, on va pouvoir simuler, j'ajoute une nouvelle station et j'évalue l'impact sur les différentes stations. Donc j'aurais pas mis qu'une seule station, j'en aurais mis plusieurs, j'aurais mis beaucoup d'individus, tous les individus nantais. J'aurais mis, lui il est tout seul, hein. Mais avec plusieurs opérateurs éventuellement qui va dispatcher aussi pour la régulation des vélos. Et avec ça, avec ce genre d'approche, on va pouvoir simuler des événements en rupture. C'est-à-dire du coup, avec les méthodes qu'on avait vues avant, en fait les cas traditionnels, c'est la série chronologique, on a une fonction passée, on essaie de voir la tendance. Ici, on va introduire vraiment une rupture où tiens, on se dit mais non, mais en fait là, j'ai introduit un événement qui n'est pas du tout dans mon historique en fait. Voilà. Alors pour prévoir et préconiser, là ici j'ai changé un petit peu les noms et je les ai englobés. Toujours on va utiliser des données, on va dire merci aux scientifiques parce qu'ils construisent des algos sympas. Et puis les experts métiers, il ne faut pas les oublier parce que c'est avec eux qu'on construit la manière de modéliser un système, de prévoir et de comprendre le pourquoi et ce vers quoi on va aller, quoi. Alors en guise de slide de conclusion, je fais juste une petite slide d'évolution finalement je pense de ce qu'on peut faire de la data science, de la simulation, de la valorisation des données ou de la prévision. Un niveau d'analyse, analyse des données, ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait on fait de l'observation, de l'explication. Après avec de la prévision, on va faire de l'anticipation à plus ou moins long terme. On peut faire des modèles de prévision très long terme. Je travaille sur des modèles prévoient à 30 ans. Qu'est-ce que ça veut dire prévoir à 30 ans, c'est marrant. Et faire la simulation, ce que vous parlez finalement à la fin, mais la simulation ça peut être plein de choses. On peut simuler parce qu'on a mis en place un algorithme et on va évaluer juste dans quelque sorte évaluer différents paramètres, même si on a un modèle basé sur des séries chronologiques de météo. Comme la météo, c'est assez difficile à prévoir un horizon moyen terme à quelques mois. Du coup, on va pouvoir simuler des scénarios de météo en fonction du sujet qu'on traite, ou simuler des choses plus complexes. Simuler par rapport à mes histoires de Biclou, simuler un développement urbain et voir l'impact sur l'utilisation du Biclou, simuler, je sais pas, l'explosion des VTC, l'utilisation des VTC et l'impact sur le Biclou, des choses comme ça. Donc voilà. Et j'ai fini. Merci.